Depuis quelque temps, l'idée mûrissait dans mon esprit d'une visite, d'une virée au Japon, qui serait un pèlerinage géopolitique, un hommage aux choses du Japon, choses précieuses et précaires, et un voyage haïku dans le sillage de Basho, un récit rêveur de routes et d'îles, un plongeon elliptique dans le vide. Bref, un petit livre nippon extravagant, plein d'images et de pensées zigzagantes, écrit dans le style blanc volant. Après cela, me disais-je, je me terrerai dans mon observatoire cosmologique de la côte bretonne pour travailler au prochain cycle et arpenterai les chemins côtiers encore peu fréquentés, vêtus de vent, de pluie et de silence. Me voici donc dans ma maison de Gwenved, sur la côte nord de la Bretagne. Les livres sont sans date en quelque sorte, je me donne le temps qu'il faut. Mais ça, ce sont des choses plus datées, si je puis dire, avec des deadlines, comme on dit en anglais. Ce sont des contributions à des livres collectifs. Il n'y a pas de rapport spécifique entre le dossier et les pierres, mais j'aime bien cette association évidente de l'esprit de la matière qui est au fond de tout mon travail. Pour faire une sorte de ballet ici. Je danse tous les jours. Je conçois mon travail d'écrivain comme un long chemin, un itinéraire de l'esprit bordé de pierres levées. Cette édition rare des Signes sauvages est une pierre levée spéciale, merveilleusement rare. Ce dialogue entre l'éditeur, l'auteur, l'artiste a pris une couleur toute particulière parce que j'ai choisi de travailler avec un couple auteur-artiste qui ont un lien extrêmement fort dans la vie comme dans l'art. Il faut voir Marie-Claude White errer des heures et des heures, des jours et des jours, dans d'autres régions où il n'y a plus que le vent et la lumière. Marie-Claude va scruter d'un œil très attentif. Ce n'est pas le moi dans le monde en disant voilà comment les choses. Non, elle scrute. Elle essaie de voir ce qui est là. Elle va voir un brin d'algue que, sans interférence de sa part, elle verra ces algues comme des calligrammes, comme des calligraphies, presque comme des idéogrammes du cosmos. Les photos ont été scannées et ensuite gravées sur des plaques de polymère, qui sont des plaques photosensibles, et l'encre se pose ensuite sur le papier. Le but, c'est donc d'ancrer les creux et d'enlever l'encre qui n'est pas nécessaire à l'impression, mais il reste toujours un petit peu d'encre. Et à ce moment-là, je vais passer ma main juste à la surface. Ensuite, je vais passer à la seconde planche, très légèrement. On imprime sur du papier très fin, papier Japon. Et là, on actionne la presse. On a un rouleau qui va imprimer une pression sur le papier. Là, donc, on a le premier passage. Et je prends la seconde planche de noir. On a les deux passages. Le texte a été composé en Gautier, caractère exclusif de l'imprimerie nationale, et imprimé en typographie. Nous avons opté pour 2 plates verre reliées en reliure copte. C'est du verre, carrément. Oui, c'est du verre, oui. Ah, oui, c'est merveilleusement bien choisi. Ça s'appelle du Tectar, donc c'est de verre de 3 mm, complètement transparente. Là, on a la base pour faire un livre, qu'on va maintenant percer. C'est de verre qui est concassé jusqu'à poudre. On va tamiser ces quantités de verre. Mais j'ai quand même un trowel. Et bon, c'est de déplacer le verre
Ça c'est un four spécialement pour qu'est-ce qu'on appelle du fusing. Donc c'est le fait de fusionner deux verres ensemble. Je vais mettre un programme qui va prendre 10 heures à peu près pour monter en température. 700 degrés pendant 1 minute. Et à 80 degrés, on peut ouvrir le four et c'est que là qu'on voit le résultat en fait. La poudre est devenue de verre. Les trous, ils sont rétrécis, ils sont arrondis. On avait envie de valoriser le tactile et qu'on retrouve dans chaque élément des éléments naturels. C'est le cas de l'enveloppe qui protège le livre, qui a été réalisée par Yuko Kita. La couleur est faite à base de plantes. で、人間には決して作り出すことのないものを自然の美しさの中に感じて、それに対して憧れにも近いような気持ちを抱いてきたんです。染料となる植物をはじめ染めに使うものとして薪の炎や藍を発酵させてくれる微生物や布を乾かしてくれる風、そういうものがエレメントとしてそのエレメントを通過して一つの色や作品が出来上がってきます。で、キッタのコンセプトを自然と人を媒介するっていう風に表現してるんですけども、それはロゴスとピュシスっていうところのピュシスの領域を意識しながら制作しています。Et c'est une suite de gestes qui nous amènent pas à pas jusqu'au livre. D'abord le boitage, ensuite le tissu en lin qu'on déplie. Et une fois qu'on a le livre entre les mains, une fois qu'il est sorti de son enveloppe, de son écrin, il apparaît, donc il est en verre, donc il est d'une extrême fragilité. On a presque l'impression d'avoir quelque chose d'éphémère entre les mains. Et je trouve ça particulièrement intéressant dans ce contexte du livre. On a plutôt tendance à associer au livre l'éternité et le temps lointain que quelque chose d'éphémère. Une des photos que j'aime bien, prise pendant le voyage, c'est celle-là. Ça, c'est sur la route du nord profond vers le Hokkaido. Longtemps avant l'aube, j'étais aux aguets parmi les roseaux du lac, dans le marais jusqu'aux genoux, à un certain moment, attendant le lever du jour. Ce sont les canards qui se sont réveillés les premiers, rasant la surface de l'eau dans une grande agitation, tandis que les cygnes dormaient toujours. Un miroitement et un frémissement sur les eaux bleues sombres, le vent dans les herbes dorées. Ce n'est que lorsque le soleil se levait que les oiseaux à tête blanche se sont réveillés, déployant leurs puissantes ailes et commençant à pousser un cri, tantôt ici, tantôt là, tantôt là. Je suis resté tapis au milieu des roseaux à les regarder, à les écouter. Puis l'un d'eux s'est élevé dans l'air, suivi d'un petit groupe, tous criant en chœur. Ils ont tourné, tourné, ils ont tourné, tourné dans l'air vif et clair. Je les ai suivis des yeux et de l'esprit. Sur le lac vide, ce matin du monde, les cygnes sauvages. Sur le lac vide, ce matin du monde, les cygnes sauvages. Dans la tradition japonaise, on lit un haïku 2 fois. Une fois pour que le poème frappe l'esprit, une deuxième fois pour que le poème entre dans l'esprit. Merci de m'avoir écouté, avec un coup d'aile de cygnes sauvages.